Chaque fois tu me dis que tu me comprends, et pourtant tu restes toujours loin de moi. Tu fais ton petit cinéma et tu restes avec tes problèmes. Je reste loin de toi, c'est vrai, mais crois-moi, oui, je pense toujours à toi. Aujourd'hui les temps ont changé, j'ai peur de gâcher ma jeunesse. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Ce que tu penses de moi n'est que dans ta tête, et moi je rêve du futur. Et puis arrête de me parler de celle que tu as connue. Bonjour Salif. Bonjour. Dis-nous, à quel moment avez-vous attrapé le virus du football? Aussi longtemps que je me rappelle, je pense que j'ai toujours joué au ballon. Comme tous les jeunes enfants africains de mon âge, j'ai joué très tôt, très tôt. Je pense que ça devait être dès l'âge de 4-5 ans. Et avec tous les copains du quartier, on a commencé à jouer au ballon. Franchement, je ne sais pas exactement. On a commencé à jouer au ballon. C'était très tôt en tout cas, très tôt. Quelle a été la réaction de vos parents quand ils se sont rendus compte que vous vous intéressez au football? Évidemment, mes parents n'ont pas aimé, comme beaucoup de parents de cette période-là, parce que on disait que le football était pour les fainéants. Ils ne voyaient pas que le football pouvait être payant. Parce qu'effectivement, même en Europe, le football n'était pas tellement quelque chose de recommandé pour les parents. Et mes parents, surtout mon père, n'a jamais voulu que je joue au ballon. Mais comme tous les enfants de mon âge, j'ai essayé de toujours me cacher pour faire pratiquer mon sport favori. Dès 1963, vous intégrez les pionniers de Wolof Football. Effectivement. Quelles étaient donc vos motivations? Bon, j'étais quand même un peu obligé parce que ça c'était une compétition à laquelle tous les jeunes voudraient participer. Nous avons commencé exactement en 1962. J'ai été choisi pour jouer avec l'équipe de football, avec l'équipe de handball, l'athlétisme. Et donc on a commencé ces compétitions des pionniers. Mais c'est surtout sur le plan, c'est dans le domaine du football que je me suis beaucoup fait distinguer. Et sinon il y avait d'autres disciplines comme l'athlétisme, comme le handball. L'équipe de football en football était très forte et c'est là qu'elle s'est distinguée. Rêvez-vous déjà d'une si brillante carrière? Non, rêver, non. Je n'ai jamais envisagé de devenir professionnel dans l'avenir. Je jouais au ballon parce que j'aimais le football. C'était notre passe-temps préféré. Et d'ailleurs, on n'avait que ça pendant les vacances parce que, vous savez, c'est pas comme maintenant où il y a les ordinateurs, il y a l'Internet, etc. Il y a beaucoup de jeux. Et nous, pendant les vacances, on était vraiment concentrés sur le football. Et vraiment, on aimait ce jeu-là. Et dire qu'on a préparé, on avait un plan de carrière, non. On est arrivé là où ce qu'on a atteint, par exemple, on l'a eu par hasard, ce n'était pas un plan de carrière. Vous ne restez qu'un an chez les pionniers avant d'aller chez le Grand Real de Bamako. Mais j'ai joué exactement
2 saisons avec les pionniers. Et j'ai intégré le Real de Bamako dès 1963 à l'occasion des Jeux de Nouvelle Force Montante à Jakarta. Et l'entraîneur de l'époque, l'entraîneur de l'équipe nationale de l'époque a voulu faire une politique des jeunes et il a pris quelques pionniers qui s'étaient distingués à l'occasion des compétitions des pionniers. Et j'étais parmi ces jeunes pionniers-là. Bon, le Real de Bamako est un club que moi je supportais parce que l'entraîneur de l'équipe de pionniers de Wolfsburg jouait au Real de Bamako. Et tout naturellement, quand le moment de signer une licence cadette, je suis allé directement au Real, tout naturellement, parce que non seulement mon entraîneur y était, mais également parce que je supportais cette équipe-là. Pas que, non pas casser la tirelire, pas casser la tirelire. Avec le Real, vous êtes sacré champion, pourtant vous passez chez l'ennemi, le Stade malien. Pourquoi? Bon, effectivement, j'étais société du Real de Bamako quand le Stade malien a été désigné pour représenter le Mali. Mais à l'époque, la CAF avait autorisé toutes les équipes participant à la Coupe d'Afrique, ce qui est devenu le Champions League maintenant, la Coupe d'Afrique des clubs champions, de sélectionner 2 joueurs qui ne faisaient pas partie de l'équipe. Ce qui fait que un autre joueur, Nani, et moi, avons été désignés par le Stade malien pour jouer avec eux. Voilà, c'est la seule raison. Sinon, je jouais le championnat avec le Real et je jouais la Coupe d'Afrique avec le Stade malien. Mais ce n'était pas du tout illégal parce que toutes les équipes championnes étaient autorisées à prendre 2 équipes étrangères et 2 joueurs étrangers au club. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique votre retour au Real par la suite? J'ai dit que je n'ai jamais quitté le Real. Je faisais les matchs de Coupe d'Afrique avec le Stade et je jouais les championnats avec le Real. Le Real, qui l'année suivante a été champion. Et j'ai joué la Coupe d'Afrique avec le Real et je suis resté jusqu'à mon départ en Europe. Vous êtes pour ainsi dire un footballeur précoce. Vous gagnez 3 titres de champion du Mali et déjà à 20 ans, vous passez pro, ce qui était rare à l'époque. C'est vrai. J'ai été très précoce, très jeune déjà dans mon quartier avec les pionniers. J'étais considéré comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Et au Real de Bamako, ça a tout de suite marché. Même quand j'ai commencé en équipe nationale à Jakarta et puis contre la Côte d'Ivoire, ça a été une grande réussite. Et j'ai eu la chance d'avoir un football qui plaît. C'est-à-dire, j'ai eu la chance aussi de marquer beaucoup de buts. J'ai marqué beaucoup de buts et ça, vous savez, les gens aiment ça. En 1967, vous rejoignez le Grand Saint-Étienne et la gloire ne vous quitte pas. Vous accumulez 3 titres en inscrivant 125 buts en championnat. Qu'est-ce qui explique cette réussite phénoménale? Moi, je me le demande. C'est peut-être parce que Saint-Étienne était composé de joueurs très talentueux qui m'ont beaucoup aidé à m'intégrer et qui ont été très complémentaires. J'avais par exemple quelqu'un comme Hervé Revedi, avec qui je m'entendais bien sur le terrain. Sur le terrain, j'entends. On s'entendait très bien, on se comprenait très bien. Et je recevais aussi beaucoup de passes de Beretta. Et des ailiers comme Beretta, Feu et Samardzic. Ce qui fait que, je pense que mon intégration dans l'équipe de Saint-Étienne a été très facilitée par la compréhension des amis, des copains avec lesquels on jouait. Dites-nous, Salif, vous considérez-vous comme le pionnier de la réussite du football professionnel africain?
Non, pas tout à fait le pionnier, l'un des pionniers. Parce qu'avant moi, il y a eu des joueurs comme Ben Barek, comme Doumbé, comme Joléa, comme Abosolo, etc., etc. Mais moi, il est vrai que j'ai été peut-être à cette époque-là le plus médiatisé. Et ce qui fait que bon, les gens ont toujours considéré que j'étais peut-être le pionnier, celui qui a fait un peu connaître le football malien beaucoup. En 1972, vous décidez de passer à Marseille, vous sentant exploité à Saint-Étienne. En quoi consistait cette exploitation? Ben, j'ai tout simplement constaté que j'étais moins bien payé que mes collègues de Saint-Étienne. Je pensais que je n'étais pas suffisamment attribué en fonction de ma valeur. Donc j'ai décidé de partir de Saint-Étienne. Ça n'a pas été facile, mais finalement j'ai obtenu une belle cause et je suis parti à Marseille. Marseille va par la suite chercher à vous convaincre à prendre la nationalité française, ce en quoi vous vous opposez en vrai patriote. L'Afrique avait-elle besoin à cette époque de gestes d'attachement aussi forts de ses fils? Oui, je pense que c'était vraiment le moment. L'Afrique venait d'être indépendante. Et il n'y avait pas tellement à l'époque de référence. Si je me rappelle bien, les gens étaient fiers de Pelé, des Eusebio, de Mohamed Ali. Mais Pelé était brésilien, Mohamed Ali était américain, les Eusebio étaient considérés comme portugais. Donc quand moi je suis venu sur la scène internationale, j'ai été un peu la fierté de toute l'Afrique. J'ai estimé à l'époque que ce n'était pas bon pour moi de prendre la nationalité française parce que ça aurait entraîné dans l'avenir la naturalisation de beaucoup d'Africains, parce que toutes les grandes vedettes qui seraient venues après moi. Je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Et je ne regrette rien. Vous achevez votre carrière aux États-Unis après un saut au Sporting de Lisbonne. Que retenez-vous de cette fin de carrière? Bon, après Marseille, j'étais allé à Valence en Espagne, où je suis resté 3 ans. Et après, je suis allé à Lisbonne, au Sporting de Lisbonne, effectivement. Et puis, j'ai fini ma carrière aux États-Unis. Oh, je pense que ça a été une fin de carrière intéressante parce que ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de langues. Quand je partais en France, je ne savais pas que j'aurais eu la chance un jour d'apprendre l'espagnol, le portugais et l'anglais. Quand j'ai eu cette chance, je l'ai saisie. En fait, en 76 déjà, j'aurais pu aller aux États-Unis puisque quand j'étais à Valence, le Cosmo m'avait sollicité. Je n'ai pas voulu y aller. Mais quelques années après, quand je suis parti avec le Sporting aux États-Unis, faire une tournée, parce qu'il y a une grande colonie portugaise aux États-Unis. Et quand j'ai vu les États-Unis, vraiment, j'étais séduit. C'est pour ça que je n'ai pas rechigné quand j'ai eu les offres de Boston. Et je suis allé faire 6 ou 7 ans aux États-Unis. Je ne le regrette pas, vraiment, c'était extraordinaire. L'épisode de votre carrière en équipe nationale reste cette Coupe d'Afrique des Nations de 1972 au Cameroun. Le Mali s'incline en finale face au Congo sans vous. Que ressentez-vous quand vous y repensez? Vous savez, c'est un grand regret parce que je pense qu'on avait la meilleure équipe de l'époque et il y a eu certainement des erreurs parce que nous sommes mal rentrés dans le tournoi. On menait au match d'ouverture, on menait contre le Togo à un moment donné par 3-1 et puis on s'est fait remonter. Le Togo nous a rejoint 3-3 et à partir de là, nous on était obligés de gagner tous nos matchs
contre le Kenya et contre le Cameroun, le pays organisateur. Et partant de là, on a eu beaucoup de blessés. Et quand on est arrivé en demi-finale contre le Zaïre, il y a eu encore d'autres blessés. Ce qui fait que quand on est arrivé en finale, on était beaucoup amoindris. Il y avait 5 ou 6 titulaires qui ne pouvaient pas jouer. Moi-même, j'ai commencé le match, mais je suis sorti parce que j'étais blessé. Je suis sorti au bout de 20 minutes. Et évidemment, on a perdu. Mais le Congo avait une très belle équipe aussi. On l'avait sous-estimé à l'époque, au début du tournoi. Mais en fait, c'était quand même une très bonne équipe, bon, qui a mérité sa coupe. Quel sens donnez-vous à ce ballon d'or africain que vous avez gagné en 1970? Bon, le ballon d'or africain, vous savez, ils l'ont institué un peu à cause de moi parce que quand j'ai commencé à bien jouer en France, la presse française a commencé à s'intéresser au football en Afrique. Football africain, ils ont commencé à couvrir les CAN, à commencer par Khartoum d'abord. Après, ils ont continué. Et je me rappelle, c'est à l'occasion d'un voyage à Ajaccio avec Saint-Étienne, quand le correspondant de France Ouloul est allé me voir pour me dire M. Keita, on a créé un ballon d'or et vous êtes le lauréat. Et les gens ont voté, tous les correspondants ont voté pour vous. Et j'ai répondu, mais j'ai dit, mais c'est quand même... je gagne cela parce que je suis un peu avantagé, parce que il y a la presse qui parle, je suis très médiatisé par rapport à mes amis africains, mes collègues africains. Moi, j'aurais voulu que ce trophée-là revienne à un footballeur africain opéré en Afrique. Alors, ils ont dit qu'à cela ne tienne. En tout cas, vous êtes considéré comme un ambassadeur, vous êtes considéré comme un pionnier. Les gens ont voté pour vous. Prenez ce trophée et on verra par la suite. Bon, évidemment, j'ai accepté le trophée et c'est en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant du football malien, du football africain de l'époque, que j'ai accepté ce truc et je le conçois ainsi. On ne peut pas être désigné comme le meilleur footballeur d'Afrique comme ça, je pense. Je l'ai pris tout simplement parce que j'étais considéré comme l'ambassadeur du football africain en Europe. L'après-carrière chez vous se décline sous forme de dévouement et d'engagement pour l'Afrique et votre pays, le Mali. D'où d'abord ce centre de formation professionnelle, le premier au Mali, que vous construisez en 1973. Bon, je ne conçois ma vie que si je la mets à disposition du peuple malien et de l'Afrique. Vous savez, moi je pense qu'un être humain vient avec ses qualités, ses défauts. Il a aussi la chance de les corriger, de les améliorer. À partir de là, il se fixe des objectifs et il essaie de les atteindre. Moi, mon objectif, c'était toujours bien représenter l'Afrique, bien représenter mon pays, faire le mieux possible dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Et cela au profit du Mali et de l'Afrique. Vous êtes à la tête de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, depuis juin 2005. Quel bilan faites-vous de votre action à ce jour? Bon, écoutez, c'est un peu compliqué en football ici. Moi, mon devoir, ma mission, c'était d'essayer de tout faire pour que le football se développe. Parce que j'ai eu la chance de vivre dans beaucoup de pays et de connaître beaucoup de choses avant de revenir dans mon pays. Et je voudrais faire profiter cela à mon pays. Donc,
ma mission était plutôt à aller vers le développement du football. Mais c'est un peu difficile parce que, vous savez, on n'a pas les mêmes privilèges que les Européens. Donc, moi, je voulais faire développer les clubs, je voulais faire développer les ligues. Pour cela, il faut beaucoup d'argent. Et on a voulu mettre de l'argent dans le football, ça a été un peu difficile, mais je pense que dans l'avenir, on y arrivera. En tout cas, je ne suis pas tout à fait satisfait parce que je n'ai pas atteint ce but de développement. Même amorcer le développement du football, je voulais l'amorcer pour que les autres le continuent après. Et ça, je n'ai pas pu le faire. Je le regrette vraiment infiniment. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent seulement le résultat immédiat, donc le résultat de l'équipe nationale, et ce qui ne permet pas aux gens de travailler dans la durée. Vous menez aussi plusieurs activités économiques. En quoi consiste cet engagement? Bon, j'ai parlé du centre de la salle sanitaire. J'ai aussi un complexe hôtelier qui s'appelle l'Hôtel Mandé. Et même là aussi, évidemment, ça c'est une société à but lucratif, mais il y a beaucoup d'employés j'emploie des gens depuis 1993, depuis la création de l'hôtel. Je participe aussi à la vie économique de mon pays comme ça, et au développement du Mali. Alors, je pense que c'est aussi une mission que je m'étais imposée et j'espère que vraiment les jeunes qui travaillent avec moi en tireront pour profit. En tout cas, je suis content de ce que j'ai fait jusque-là dans ce domaine, parce que j'ai permis à beaucoup de gens de faire leur vie quand ils sont venus très jeunes, qui se sont mariés, et je suis content d'avoir fait l'histoire. Les footballeurs africains gagnent aujourd'hui des sommes d'argent faramineuses. Pensez-vous qu'ils aient une responsabilité sociale vis-à-vis de leur pays et de leurs compatriotes? Je pense parce que les footballeurs africains commencent à faire beaucoup d'actions vers leur pays. J'en veux pour preuve la cérémonie hier soir qui a été organisée par Gila et ses amis de l'équipe nationale pour aider les enfants, les orphelins du sida. Et je pense que de plus en plus les footballeurs africains participent à la sensibilisation, contribuent beaucoup à faire connaître non seulement leur pays, leur continent, mais également essaient de faire beaucoup d'actions caritatives dans leur pays. Et cela n'est pas à négliger. Comment doit-on lire l'activité footballistique aujourd'hui? Dans le monde, le football a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'argent dans le football. Mais je ne pense pas que les jeunes choisissent le football uniquement pour de l'argent. D'abord, il y a un amour pour ce ballon. Et dès qu'ils deviennent professionnels, et quand ils commencent à avoir beaucoup d'argent, ils pensent aussi à leur Afrique. Parce qu'il y a pas mal qui investissent dans leur pays. Il y a pas mal qui viennent aider les jeunes de leur pays. Je pense que c'est un peu injuste de dire que les footballeurs n'aiment que de l'argent, qu'ils sont mercenaires, tout ceci, qui sont cela. Mais ils viennent aussi jouer avec les équipes nationales de leur pays. Ils font beaucoup de trajets d'avion, ils prennent beaucoup de risques, ils peuvent se blesser, ils peuvent avoir des accidents, mais ils laissent tout ça, ils viennent mettre leur service de leur équipe nationale. Je pense qu'il faut reconnaître cela. Il faut qu'on sache qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. S'ils viennent en Afrique pour jouer, c'est parce qu'ils le veulent. Et qu'on sache que s'ils ne jouent pas bien, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas jouer bien, c'est parce qu'ils n'ont pas pu. Ils sont tombés sur meilleur qu'eux.
Et je pense qu'il ne faut pas qu'on pense tout simplement à l'argent quand on passe aux footballeurs africains. Ils ont d'autres idées. S'agit-il d'un simple exercice ludique? Non, non, non. Bon, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ils font beaucoup d'actions. Hein. Ce n'est pas seulement un exercice physique. Et ces jeunes-là, d'abord, vous savez, le footballeur est très mobile maintenant. Et le footballeur voyage beaucoup et ils vont de pays en pays, ils séjournent dans beaucoup de pays. Ils ont aussi la possibilité d'apprendre beaucoup de langues. Il y en a qui, en dehors de ça, prennent des cours spéciaux pour étoffer leur bagage. Mais comme je vous ai dit, le plus important, c'est qu'ils n'ont pas oublié l'Afrique. Chacun d'entre eux sait chanter l'hymne de son pays. Chacun d'entre eux mouille le maillot quand il vient. Et chacun d'entre eux commence maintenant à faire des actions sur le plan caritatif à l'intention des jeunes de leur pays. Ils savent qu'ils sont des exemples, ils savent qu'ils sont des icônes, donc ils veulent donner l'exemple souvent, ils sont vraiment disponibles. Comment appréciez-vous l'évolution du football africain? Bon, le football africain, c'est un football à 2 vitesses. Hein. Il y a, quand il s'agit maintenant du championnat en Afrique, le niveau du championnat en Afrique est bas. Est bas. Quand il y a les Champions League en Afrique, le niveau n'est pas tellement élevé non plus. Mais tout change quand il s'agit de la CAN. Parce que nous avons des professionnels qui viennent, qui ont l'habitude de grands matchs et qui ont l'habitude de s'affronter à d'autres joueurs, des joueurs de réputation mondiale. Avec ces joueurs, le niveau de la CAN est très élevé. Donc c'est un football à 2 niveaux. Maintenant, il s'agit de savoir s'il faut juger le football en fonction de ce qui se passe en Afrique, comme le championnat, comme la Champions League, ou s'il faut juger le football africain à travers la CAN. C'est un football à 2 vitesses maintenant. Tant qu'il n'y aura pas le professionnalisme en Afrique, tant que les Africains ne disputeront pas la coupe du Monde comme favori, hein, le football africain sera un peu en deçà de ce qu'il aurait pu être. Mais il faut aussi que chez nous, les clubs se développent. Parce que si les clubs ne se développent pas, c'est les clubs qui font le football en Afrique. C'est les clubs qui forment les jeunes. C'est les clubs qui font les championnats. Donc les clubs qui n'ont pas les moyens ne pourront pas aller très loin. Nous avons vu l'exemple en France. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, la France le club français n'avait pas encore assimilé ce qui s'est passé en Angleterre, en Espagne. Bon, à partir du moment où il y a eu un peu d'argent dans le football français, je pense que ça s'est développé, mais ça reste quand même un peu inférieur au football espagnol, au football anglais, au football italien, parce que là-bas, ils sont beaucoup mieux organisés, les clubs ont beaucoup plus de moyens. Donc, il faut aussi donner des moyens aux clubs africains pour qu'ils se développent, pour qu'ils forment beaucoup plus de joueurs, pour que les championnats en Afrique soient de bon niveau. Voilà. Et si je disais Eto'o ou Drogba? Les deux sont très bons. Chacun a ses qualités. Il est très difficile de prendre un parmi ces deux-là. Chacun a ses qualités. Moi, je les placerai en fonction des matchs. Ça dépend des matchs. Il y a certains matchs où je ferai jouer Eto'o. Si je devais choisir comme entraîneur entre Eto'o et Drogba, si
ils étaient dans mon équipe. J'allais les choisir en fonction des matchs. Eto'o est bon dans certaines circonstances, Drogba l'est aussi dans d'autres. Donc, moi, si je dois faire le choix entre eux pour jouer un match, moi, 2 matchs, c'est ce que comme ça je ferais une. Je ne peux pas dire Eto'o est meilleur, Drogba est meilleur. Ça, c'est les journalistes qui peuvent dire ça, parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques. Votre pays, le Mali, produit de grands talents, à l'instar de Seydou Keita, qui vient de signer au FC Barcelone, Mamadou Diarra, qui évolue au Real Madrid, et Frédéric Kanouté, le récent ballon d'or africain. Mais le Mali n'arrive toujours pas à remporter cette couronne continentale. C'est quoi le problème? Bon, le football, on ne sait jamais. Oui, l'Espagne. Hein. L'Espagne, où il y a le Real de Madrid qui a gagné beaucoup de coupes au niveau des clubs. Mais ouais, l'Espagne, au niveau de l'équipe nationale, ça ne marche pas très bien. Le Mali aussi, en son temps, a eu la chance d'aller en finale, d'aller un peu loin. Le Mali a joué une finale, 3 ou 4 demi-finales. Et nous n'arrivons pas à passer le cap de demi-finale en ce moment parce que il faut dire qu'en football aussi il y a la chance. Il y a la chance. On a des joueurs, le talent, mais malheureusement on n'arrive pas à aller plus loin que les demi-finales. Je pense aussi qu'il y a une question de culture. Je pense que pour gagner une compétition comme la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, il faut avoir une certaine culture. Il faut avoir l'habitude de jouer les demi-finales, les finales. Ouais, les Allemands, les Italiens, les Brésiliens, vous savez, quand ils arrivent à un tournoi, ils y vont pour le gagner. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de joie quand ils arrivent en quart de finale ou en demi-finale. On peut prendre l'exemple sur le Cameroun, l'Égypte. Quand eux, ils arrivent en demi-finale, ils trouvent que c'est normal. Alors que bon, nous, on n'a pas encore cette culture. Il faudrait que le Mali aille plusieurs fois en demi-finale, dans plusieurs CAN, pour avoir la culture et ne pas avoir de complexe d'arriver. Quand on arrive en finale, et de sauter de joie comme ça, comme si cela nous était donné par hasard. Donc il faut, vous voyez, les Camerounais, c'est tout naturel pour eux de jouer la finale, de jouer la demi-finale. Les Nigérians, les Égyptiens, bon, sur le plan européen, les Français maintenant, les Italiens, les Allemands, ont la culture. Sur le plan mondial, il y a le Brésil, l'Argentine qui ont la culture de la Coupe du Monde. Il faut que nous aussi, on essaie d'avoir la culture de la Coupe d'Afrique, la culture des grandes compétitions. Comment faire cela? Essayer de faire le maximum pour arriver, pour être à plusieurs finales, demi-finales de Coupe d'Afrique. D'abord, il faut commencer par se qualifier pour la phase finale, faire beaucoup de phases finales. Après cela, viser les demi-finales, après les finales. Comme ça, quand on aura la culture, on va essayer, on va être comme le Cameroun, l'Égypte et tout ça. Bon, sinon, on a de très grands joueurs. Il y a Frédéric, il y a Seydou, il y a Djila, Diarra, vous l'avez dit. Mais il y en a pas mal d'autres qui sont là et qui jouent dans l'équipe nationale et qui feront parler d'eux aussi dans l'avenir. Dites-nous, Salif, quelle place occupe votre famille au quotidien? Vous savez, la famille, pour moi, a joué un très grand rôle dans ma vie. Quand je suis parti à Saint-Étienne, j'étais tout seul. J'ai eu beaucoup de problèmes sur le plan affectif. Hein. Vous savez, à l'époque, vous savez, il y avait beaucoup moins de footballeurs africains en Europe. Donc j'étais un peu isolé. Mais à partir du moment où je me suis marié,
j'ai eu le soutien de ma famille, de ma femme d'abord, après c'était mes enfants. Et je pense que ça a été quelque chose d'extraordinaire. La famille m'a beaucoup soutenu, et ce qui m'a permis de faire ces séjours non seulement à Marseille, parce que je me suis marié, tout de suite on est parti à Saint-Étienne, c'est célibataire. Quand je me suis marié à Saint-Étienne, 3 mois après on était à Marseille, et la vie était complètement différente grâce à ma femme et tout ça. Et puis après on est parti en Espagne avec un bébé. Bon, qui avait agrandi la famille, l'ambiance avait changé encore, c'était extraordinaire d'avoir un enfant. Et après en Espagne, on a eu la deuxième fille, et plus la famille s'agrandissait, plus l'ambiance devenait beaucoup plus importante. Et j'étais content de les amener à l'école, d'amener les enfants à l'école tous les matins, d'aller les accueillir, d'aller les prendre. Et avec mes enfants, on a eu vraiment des rapports d'amis, des rapports de père en fils, même des rapports d'amis aussi. On causait beaucoup. Et nos liens sont très étroits. Bon, je pense que ma famille a joué un rôle important dans ma vie de footballeur, dans ma carrière de footballeur. Salif, combien d'enfants avez-vous? J'en ai deux filles. Il y a une qui est à Paris, l'autre est aux États-Unis, voilà, à Washington. Ma fille aînée est mariée à un Camerounais. Ah ouais. Et vos filles sont-elles aussi portées vers le foot? Oui, bon, mes filles ont fait du basket, elles ont fait du tennis, je les ai fait faire tous les sports presque. Elles ont fait de la natation, elles ont fait du judo, elles ont fait du karaté. Mais elles ont fait plutôt des études beaucoup plus approfondies. Puisque vous savez, moi j'ai fini ma carrière aux États-Unis, quand on y allait, elles avaient 6-8 ans, elles ont fait donc leurs études là-bas, et elles ont fait de grandes études. Mais quand même, elles suivent le football en particulier, et le football malien. L'Afrique du Sud accueille en juin 2010 le premier mondial jamais organisé sur le sol africain. Cet événement représente-t-il une consécration pour l'Afrique ou un défi à relever? Ben, les deux. Je pense que il y a 20 ans, il y a 30 ans, si on avait dit que l'Afrique, un pays africain, pourrait organiser la Coupe du Monde, on ne l'aurait pas cru. D'ailleurs, pour avoir l'organisation de la Coupe du Monde par l'Afrique du Sud, il a fallu beaucoup de batailles. Il a fallu d'abord que les pays africains fassent beaucoup de résultats sur le terrain, mais il a fallu aussi que les dirigeants africains se battent pour obtenir ça. Vous voyez, même cela, jusqu'à présent, il y en a qui pensent que ça n'aura pas lieu. Donc, je pense que c'est une concrétisation, mais c'est aussi un défi à relever. Il faut que l'Afrique montre aux autres pays, aux autres continents, que nous sommes un pays digne de confiance, un pays capable d'organiser des compétitions internationales, un pays qui avance. Ce n'est pas, contrairement à ce que les gens disent, un pays qui recule. Malgré les difficultés que nous connaissons en ce moment, l'Afrique progresse. Et sur le plan économique, c'est difficile. Partout dans le monde, c'est difficile maintenant même. Moi, qui ai connu beaucoup de pays, qui ai connu beaucoup de pays africains, je sais qu'il y a une évolution quand même en Afrique. Et le fait même de donner la Coupe du Monde à l'Afrique est un geste si fort que la FIFA a voulu faire. Je pense que l'Afrique du Sud et l'Afrique tout entière peuvent relever le défi. Merci. Un pays africain peut-il prétendre à un sacre mondial? Si oui, lequel? C'est possible. Vous savez,
Cameroun est arrivé en quart de finale en 90. Le Sénégal a réédité la même chose en 2002. Je pense que les deux pays, les deux équipes, si elles y avaient cru, elles seraient allées un peu plus loin. Elles se sont contentées parce qu'elles n'avaient pas, comme je vous l'ai dit, la culture de la Coupe du Monde. Les gens étaient déjà contents que le Cameroun batte l'Argentine, que le Cameroun arrive en quart de finale. Et les gens étaient contents, ils se sont arrêtés là. Le Sénégal aussi, quand je regarde encore en 2002, le Sénégal aurait pu aller un peu plus loin. Mais les gens étaient contents déjà d'avoir battu la France et ils n'ont pas cru en leur chance d'aller plus loin. Et je pense que si les conditions sont favorables, il est fort possible qu'un pays africain arrive au moins en demi-finale ou même en finale. Et pourquoi pas gagner? Bon, c'est très difficile. Aucune équipe africaine n'a encore la culture de la Coupe du Monde, mais le fait de jouer sur notre continent pourra nous aider beaucoup. Quels sont vos rapports avec les anciennes gloires du football africain? Les anciennes gloires du football africain, vous savez, l'Afrique est grande. Et l'Afrique, c'est un continent où les communications sont très difficiles. De temps en temps, à l'occasion de certains événements, on se retrouve, on rigole, et puis on recommence après à l'occasion d'un autre événement. Il n'y a pas suffisamment de communication entre nous. C'est regrettable, mais vous savez, c'est dû aussi au fait que la communication est un peu difficile en Afrique.